Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNet LPCN. Pour les intimes, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France 24 et spécialiste des réseaux djihadistes. Bienvenue. À vos côtés, Samuel Laurent, le Bonjour. vrai, journaliste au Monde, et vous êtes coordinateur des décodeurs. Plus de 2 semaines après les attentats, Manuel Valls appelle à la mobilisation générale contre le terrorisme. L'exécutif entend notamment lutter contre le cyber-djihadisme. Vidéos de propagande, photos, messages sur les réseaux, mais aussi piratage de sites. Le gouvernement annonce davantage de moyens humains et matériels, mais pas de mesures précises sur la surveillance du net. Du moins pas avant mars et le projet de loi sur le renseignement. Le net et les réseaux sociaux dans la ligne de mire du gouvernement. Manuel Valls a annoncé donc des moyens supplémentaires dans la lutte contre le terrorisme. Comme je le disais là en préambule, il n'y a pas véritablement de mesures concrètes sur la surveillance du net. Alors, en même temps, il y en a eu il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a eu une loi sur la sécurité en novembre, qui prévoyait déjà pas mal de choses en matière notamment de fermeture administrative de sites et de comptes. En fait, c'était un des grands débats, c'est est-ce que c'est à la justice de trancher si on doit fermer un site. Là, en l'occurrence, ce sera possible sur donc injonction administrative, ce qui pose pas mal de questions aux défenseurs des libertés numériques. Donc, il y a déjà eu beaucoup de lois qui l'ont renforcé. On s'attendait à des mesures un petit peu plus difficiles, elles ne sont pas venues pour l'instant. Ça reste un sujet assez polémique, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont attachés à la liberté sur Internet, et que par définition, les réseaux sociaux, c'est quand même compliqué d'aller mettre un policier derrière chaque internaute. Donc je pense que le gouvernement se laisse du temps pour essayer de trouver des solutions plus simples. Après, Ouais. est-ce qu'elles existent, c'est jamais... En même temps, on a entendu, et les politiques de tous bords, disant que Internet, en gros, c'est le mal, c'est le terreau du terrorisme. C'est classique, hein. À chaque fois, c'est la photo nette. Wassim, sur les mesures du gouvernement. Pour revenir juste sur ce que vous venez de dire, aussi peut-être l'imprimerie au début du siècle dernier, c'était le terreau de toutes les révolutions et de tout le mal. Bien sûr, c'était considéré comme très avilissant. Aux yeux des pouvoirs en place à l'époque. Donc c'est juste un petit rappel. Mais en ce qui concerne les mesures qui ont été annoncées bien avant, oui, ça aurait pu marcher il y a 10 ans. Ça veut dire quand il y avait vraiment des forums identifiés et qu'en fermant un forum donné ou un site donné, on arrêtait la communication. Là, le blocage administratif des sites ou le déréférencement, ça sert pas à grand-chose. Il faut savoir que les sites n'existent presque plus. C'est vraiment devenu désuet. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Les gens se demandent pourquoi Twitter ne ferme pas les comptes. Bah si, ils le font. Sauf que dans la minute, il y a un nouveau compte qui se crée. Chaque djihadiste ou chaque communicant ou chaque fan a plusieurs comptes aujourd'hui. Par exemple, l'État islamique, il envoie un lien original, on va dire, qui n'est pas sur YouTube, c'est un autre moyen. Et ce lien, moi je donne toujours cet exemple, c'est comme une balle qui part et qui explose sur YouTube. Ce n'est pas l'État islamique qui télécharge sur YouTube, c'est les fans de l'État islamique. Donc c'est des gens qui peuvent être à Kuala Lumpur, à Paris, à Londres, ça peut être des ados, des gamins, des plus vieux, qui n'ont aucun lien avec l'organisation en tant que telle. Vous êtes en train de nous dire que nos responsables politiques ont une vision un peu dépassée, obsolète de la réalité d'Internet et du cyber-djihadisme ? Oui, ils ont la vision du 2.0, 2.0. Là, on est à 3.0. C'est complètement autre chose. On est vraiment passé à autre chose. Donc aujourd'hui, les groupes djihadistes n'ont pas besoin des médias. Au contraire, elles fuient même les médias des fois, parce qu'on est vraiment passé à une autre dimension. Et les communicants de ces djihadistes et les djihadistes eux-mêmes sont les enfants de ce siècle. Ils utilisent les moyens qu'ils ont à disposition. Ce n'est pas les djihadistes d'Al-Qaïda dans leur grotte. C'est la génération Y, voire Z. Exactement. Ce n'est pas Al-Qaïda dans sa grotte qui fait un film, traduit avec un mauvais anglais, parlé en pachtou. Non. C'est des Français de chez nous qui sont là-bas, qui font des vidéos avec le l'argot de nos villes, de nos pays, et qui les rend beaucoup plus audibles, encore une fois. Et il n'y a pas vraiment un moyen de contrer ça avec les mesures, ça veut dire, qu'on connaît. Ouais, donc il y a un gap énorme. Cazeneuve appelle aussi les réseaux sociaux à la responsabilité morale.
Est-ce que ça peut avoir un impact, Ce ça? qui ne veut pas dire grand-chose. Dans la Ouais. conception même du réseau social, de toute façon, le principe, c'est la liberté de publier ce qu'on veut et ensuite un système d'autogestion, entre guillemets, où on demande aux internautes eux-mêmes de faire la police sur les réseaux, parce que sinon, Twitter, Facebook ou YouTube, ils vont pas embaucher des armées de millions de modérateurs pour aller visionner tous les contenus. On ne peut pas contrôler ça. Donc, sauf à dire, on ferme les réseaux sociaux, ce qui est un petit peu compliqué. En fait, le pouvoir politique, il est un peu impuissant. Je pense que c'est aussi beaucoup une manière de, entre guillemets, d'occuper le terrain et de dire, regardez, on fait des choses. Maintenant, les réseaux sociaux, ils sont là, c'est une donnée. C'est paraît compliqué de leur dire, maintenant, vous allez faire de la validation préalable de tous les contenus qui sont publiés. Ouais, ça, on n'y croit pas tellement. Wassim, donc sur l'organisation un peu de la communication des différents groupes islamistes, comment ça s'organise? Vous disiez, il y a des gens un peu partout, en fait, c'est vous, moi, j'ai envie de En ce qui dire. concerne, oui, en ce qui concerne la propagation du message, elle se fait toute seule. Donc l'organisation en tant que telle, que ce soit l'État islamique ou Al-Qaïda, elle s'en occupe pas. Eux, ils s'occupent de produire ce qui est brut. Ça veut dire, en ce qui concerne l'État islamique, ils ont ce que j'appelle, moi, par exemple, 3 documentalistes, une calache à la main, une caméra à l'autre, ils sont en première ligne, beaucoup meurent d'ailleurs dans les combats, et ils font les films. Et ces films-là, après, sont montés par des gens qui savent monter et qui ont les compétences. Ils ont une des vraies compétences. Ils ont fait des études en communication ou autre. Donc eux, ils montent un film. Après, il y a des boîtes de production Al-Furqan ou des boîtes locales pour chaque région. Et ils balancent un lien officiel. Et après, c'est remis sur YouTube par des gens qui n'ont vraiment, souvent, aucun lien avec le groupe. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les vidéos restent vivantes, entre guillemets. Ça veut dire les fans de ces groupes djihadistes essayent de déjouer la vigilance des robots de YouTube, par exemple, en mettant des écrans gris au début, en allongeant la vidéo de quelques secondes, en mettant une photo qui n'a rien à voir avec le contenu. Donc on n'a pas les moyens de lutter contre cette propagande. La plateforme Pharos, où il y a les signalements, tout ça, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça fonctionne, il y a des signalements, il y a des gens qui sont signalés, il y a des comptes qui sont fermés, ça reste important sans doute de le faire. Maintenant, il ne faut pas se bercer d'illusions sur le fait qu'un jour on arrivera à empêcher complètement la communication de l'État islamique sur Internet. C'est pas possible d'empêcher quelqu'un de communiquer sur Internet aujourd'hui. Est-ce que les services sont suffisamment formés, puisque vous dites que de votre côté, ils connaissent les usages, les techniques S'ils sont suffisamment formés, je ne sais pas, il y a certainement des gens qui sont assez compétents, mais il faut aussi ne pas oublier que c'est suivre 24 sur 24. Ça veut dire les peu de personnes qui suivent ce sujet, comme moi et quelques autres journalistes, on est 24 sur 24 sur les réseaux. Et ça ouvre un autre volet de la chose qui aussi suscite le débat. Ça veut dire il y a 10 ans, pour collecter un certain nombre d'infos sur les talibans en Afghanistan, ça prenait des années. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, savoir qui est qui. Et du moment où on sait qui est qui sont les comptes qui comptent et qui parlent officiellement, on peut quand même avoir beaucoup d'informations. Et ça, c'est un sujet de débat. Moi, je suis très content d'être journaliste et j'y tiens à rester. Est-ce que c'est vraiment, comme le disent les politiques, par les réseaux sociaux que les jeunes sont embrigadés, etc. C'est un vecteur. Après, on n'a pas de statistiques évidemment pour savoir comment ça se passe, mais c'est un vecteur sans doute assez essentiel parce que c'est assez facile de contacter quelqu'un via Facebook, de discuter via message privé. Et là, on est encore dans quelque chose qu'on ne peut pas contrôler par essence, les messages privés entre utilisateurs. On ne va pas commencer à aller les lire. Donc effectivement, c'est un vecteur assez fou. Et c'est vrai qu'en plus, on est dans une situation aujourd'hui assez surréaliste où vous avez des gens qui vont être en plein désert en Syrie, qui vont faire des photos sur Instagram. Vous avez ça, des djihadistes de l'EI qui font des photos sur Instagram avec des filtres pour les rendre plus esthétiques. Et c'est envoyé sur Instagram avec des tous petits les chats, codes du web. Ils sont sur Twitter dans le désert en 3G en train de raconter ce qui se passe. Donc il y a un côté aussi abolition des frontières et abolition des lieux qui fait qu'effectivement, la communication, elle est partout, elle est omniprésente, Internet, c'est accessible partout. Et Wassim, est-ce que ces jeunes sont vraiment des fanatiques? Olivier Roy, le chercheur au CNRS, dit que finalement, les jeunes qui rallient cette cause, c'est parce que c'est la seule cause qu'il y a sur le marché. Pour une partie, certainement, parce qu'on est dans une époque où il y a un vide idéologique total. Et il y a des personnes qui ne se retrouvent pas dans notre modèle de société de consommation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il n'y a pas de profil type de djihadiste. Tous les pays occidentaux, tous les pays du monde sont concernés. Proportionnellement, c'est pareil partout. On dit que les Français sont un grand contingent, mais proportionnellement à la population française, c'est pareil pour tous les pays européens. Tous les modèles étatiques sont concernés. Le modèle britannique qui est communautariste, il est concerné. Le modèle français qui est laïque est concerné pour les mêmes
raison. Donc les gens qui vont se battre aujourd'hui dans les rangs de l'État islamique, par exemple, sont des gens motivés, convaincus. Ils ne sont pas tous des débiles mentaux et des fous. Il y en a certainement parmi eux, mais on ne peut pas imaginer... L'erreur, ce serait de croire que c'est tous des abrutis. Ça serait minimisé. Bah, écoutez, on ne peut pas croire que c'est juste des fous et des paumés, ce qu'on entend depuis 3 ans. Samuel, il y a aussi une autre guerre, entre guillemets, qui se livre en ce moment, et notamment le piratage de sites. Il y a eu 1300 cyberattaques, il y en a certainement beaucoup plus, a annoncé la garde des Sceaux. C'est souvent des petits sites, mais il y a aussi des gros sites, comme Le Monde. Dont Le Nôtre, oui. Alors nous, ce qu'on s'est fait attaquer, c'est par l'armée électronique syrienne. Donc une première précision à faire, c'est que l'armée électronique syrienne, elle est plutôt proche de Bachar el-Assad. Donc elle n'est pas vraiment proche de l'État islamique, même si ils nous ont attaqués en revendiquant un soutien à l'islam contre Charlie Hebdo, etc. C'est pour des raisons qu'on connaît mal, qui tiennent à sans doute la possibilité d'attaquer. On est peut-être plus facile à attaquer que d'autres, et à leur agenda interne et à des messages à faire passer qui nous dépassent sans doute un peu. Le compte Twitter aussi. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu des étapes où ils ont tenté de faire des attaques par ce qu'on appelle des attaques par déni de service ou des DOS, qui consistent en gros à envoyer une charge massive de trafic sur le site en espérant qu'il saute. Donc ça, on sait à peu près y résister. Ensuite, ils ont tenté de pirater, ils ont réussi à rentrer dans notre système de publication, donc dans le système qui nous permet de publier des articles. Là, ils n'ont par contre pas pu obtenir les droits de publication, mais on a retrouvé des brouillons d'articles où ils revendiquaient du piratage. Mais ils n'ont pas pu les mettre en ligne, en gros. Et troisième étape, ils ont réussi à nous pirater le compte Twitter, effectivement, du journal, mais au milieu de la nuit, ça a duré 2 heures, donc on puisse rétablir la situation. Et ça, c'est de la communication Oui, ça fait partie du schéma de guerre aujourd'hui. Ça, il faut aussi en prendre compte. Donc la bataille de communication, elle est amenée à perdurer. Et ce que vous dites, ça va être un peu la conclusion, mais c'est qu'on est assez démunis finalement. Hein. Quand même, on est le constat est... Il faut assimiler certaines choses. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et il y a des côtés positifs dans cette communication à outrance et des côtés négatifs. Il faut faire le juste milieu et ne pas tomber dans l'erreur de faire des lois liberticides ou dans l'excès de l'oppression, de l'interdiction. Voilà, c'est à juger et ça va se faire. En tout cas, c'est parti pour durer. Donc, on aura le temps d'en parler et d'y réfléchir. Et on reviendra donc au printemps. Vous reviendrez au moment de la loi sur le renseignement. Elle pétille, elle pique parfois, mais nous donne toujours un coup de fouet. C'est la pastille de Lise. Nous accueillons Lise Pressac qui, comme chaque semaine, nous livre son coup de cœur ou son coup de gueule. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Et comme vous êtes une fanat de Miss, eh bien vous allez nous parler de Miss. Forcément. Et elle n'arrête pas. Depuis qu'elle est arrivée à Miami, bientôt 3 semaines qu'elle poste des photos d'elle sur Instagram. Doron Matalon, Miss Israël, s'est prise sous tous les angles avec les autres prétendantes au titre de Miss Univers. Elle a sa photo souvenir avec Miss Guyane, Australie, Finlande, Philippines, Nigeria, Salvador, Inde, USA, Panama, Norvège, Chili, Égypte et j'en passe. C'est plus impressionnant que n'importe quel sommet de l'OTAN et c'est nettement plus glamour, il faut le dire. Elle a 86 concurrentes, Doron Matalon, alors ça lui a fait beaucoup de boulot. Du coup, on comprend qu'elle ait pris ce selfie avec Miss Liban, Miss Japon et Miss Slovénie. En ajouter 3 d'un coup à son palmarès, c'était l'occasion à ne pas louper. Et une photo évidemment qui a fait polémique. Ben oui, puisque la photo était accompagnée entre autres du hashtag Love Israël, ce qui a fait bondir les internautes libanais, les 2 pays étant officiellement en guerre. Miss Liban dit avoir été piégée. Sally Grace justement faisait tout son possible pour éviter tout contact avec Miss Israël. Et c'est elle qui se serait incrustée sur la photo. Doron Matalon qui, elle, regrette que les hostilités ne puissent pas être mises de côté le temps du concours de beauté. Et du coup, eh bien, elle a continué sa course au cliché. Elle a même posé avec notre Miss France Camille Cerf avec une pancarte « Je suis Charlie », une photo sous-titrée « Je suis contre tous les assassinats ». Alors s'il suffisait qu'une reine de beauté pour qu'il y ait la paix dans le monde, moi je dis « Vive Miss Univers ». Ouais, c'était quand même une photo bombing. Hein, un peu, oui. Faut arrêter le selfie en 2015, oui. Vous en pensez quoi? Moi aussi je suis contre les assassinats, contre la guerre. Et contre la guerre et pour la paix. Merci à tous les 3, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.